Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie. On a aussi 500 000 pages entreprises, donc de sociétés françaises, qui sont aujourd'hui présentes sur LinkedIn. On est aujourd'hui capable, grâce aux mécanismes de détection avancés, d'arrêter 95% des faux profils qui pourraient se créer sur la plateforme. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Iona Eran, directrice LinkedIn Marketing Solutions, France et Western Europe, qui revient sur le succès de la plateforme en France, sur les différentes offres disponibles aussi pour les marques, et on a parlé de conversation, créativité et de l'anniversaire de LinkedIn. Bonne écoute. Bonjour Iona. Bonjour Cyril. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes avant d'arriver sur LinkedIn dont on va parler pendant tout l'épisode ? Absolument. J'ai démarré ma carrière en tant que consultante pendant 5 ans dans le cabinet de conseil en management et transformation Bearing Point. Très bien. Mais ça fait plus de 15 ans que je travaille sur le digital, dans tous les aspects du secteur digital, puisque j'ai d'abord rejoint Lagardère Active, donc sur la partie média. Ouais. Lagardère Active qui gérait donc toutes les grandes marques de la presse en France, de la presse magazine, comme le L, comme Paris Match, comme Journal du Dimanche. Les grandes marques de la presse. Absolument. Et aussi des radios, comme Europe 1, notamment. Et donc, c'était la grande époque de la transition de toutes ces marques médias du offline vers le online. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans là-dessus, notamment en direction de la stratégie, puis chez Doctissimo. Ensuite, j'ai rejoint Amazon en France pendant 6 ans, où j'étais general manager de leur activité bien aux grandes consos. D'accord. À la fois sur la partie retail et marketplace. Et puis là, depuis bientôt 4 ans, chez LinkedIn Marketing Solutions, qui est la régie publicitaire donc de LinkedIn et qui justement, où je travaille notamment sur tous les aspects de monétisation des audiences digitales par la publicité. D'accord. Donc, rentrons un peu dans ton métier. Donc, tu es responsable de la partie, ce que je vais simplifier, mais médias, publicité de la plateforme. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer qu'est-ce que ça comprend ? Qu'est-ce que ça veut dire chez vous, chez LinkedIn aujourd'hui ? Cette fonction plutôt publicitaire, j'ai l'impression. Oui, absolument. Donc, effectivement, moi, je suis la directrice commerciale pour l'Europe de l'Ouest, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, pour cette activité publicitaire. Donc, notre travail, c'est d'accompagner les marques B2B et B2C Premium qui souhaitent toucher leur audience cible sur LinkedIn grâce à des accompagnements publicitaires payants. D'accord. Et là, aujourd'hui, sur LinkedIn, quand on parle de publicité, on ne parle pas forcément de bannière ou de format display, je dirais. On parle de quoi aujourd'hui quand on parle de publicité ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs formats publicitaires sur LinkedIn, notamment tout ce qui est les posts sponsorisés qui peuvent prendre la forme justement de vidéos, notamment, mais aussi la capacité à générer des leads pour nos clients avec des formulaires de génération de leads, donc on appelle les lead gen forms, mais aussi plein d'autres nouveaux formats qu'on a créés au fil du temps, comme les document ads, les conversation ads, comme les event ads, donc tout un tas de formats publicitaires qui vont permettre la prise de parole des marques B2B envers leur audience de décideurs. D'accord. Est-ce que tu peux... Alors, LinkedIn, on connaît tous. Enfin, normalement, on est tous connectés parce que je crois que plus de 80% de la population active est sur LinkedIn, à peu près, d'après mes chiffres. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et tous les corps de métier, je précise. Mais alors, LinkedIn en France, précisément, aujourd'hui, c'est quoi votre mission ? Par rapport aux marques, par rapport aux grandes marques, j'imagine. Quelle est votre fonction réellement sur le marché français et comment vous accompagnez les entreprises ? Très bien. Alors, tout d'abord, je reviens un peu en arrière parce qu'on fête justement les 20 ans de LinkedIn. Donc, LinkedIn a été créé le 5 mai
2003 en Californie, donc par Reid Hoffman et Alan Blue. D'accord. Et il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est la mission de LinkedIn, celle de connecter les professionnels du monde entier pour créer des opportunités économiques. Et donc ça reste vrai depuis la création et c'est évidemment vrai en France. Ouais. Donc juste pour resituer dans le contexte, aujourd'hui, LinkedIn, c'est 900 millions de membres à travers le monde et un membre qui rejoint LinkedIn toutes les 3 secondes en ce moment, donc quand on se parle. Et en France, donc nous, comme tu le disais tout à l'heure, nous couvrons 80% de la population active avec 26 millions de membres, dont 78% sont en dehors de la région parisienne. Donc pour revenir à ta question, donc aujourd'hui, LinkedIn est vraiment ancré dans le quotidien des Français, de la population active française, à la fois par la représentativité de toutes les catégories socio-professionnelles sur LinkedIn. Donc, on va avoir à la fois des cadres, mais aussi des infirmières, des médecins, des enseignants, des comédiens, des personnes qui vont travailler dans le secteur du commerce. Donc, on a vraiment tous les secteurs et tous les types de fonctions représentés aujourd'hui sur LinkedIn. Et je pense que la grande force de LinkedIn, donc qui pour mémoire a été lancé officiellement en France avec un bureau ici à Paris en mars 2011. Donc à l'époque, c'était 2 millions de membres. Donc on voit qu'un peu plus de 10 ans, on a fait x13. Donc il y a, je pense, une vraie affinité entre notre mission et ce que nous proposons justement à la population française et justement leurs besoins d'accompagnement aujourd'hui sur tous les aspects liés justement au monde professionnel. Et donc, la manière dont nous, chez LinkedIn, on accompagne les membres et les entreprises en France, c'est à travers nos 3 métiers. Notre premier métier qui est celui de connecter les talents aux recruteurs. Notre second métier dont je m'occupe, qui est celui de connecter les marques à leur audience cible, donc à leurs prospects commerciaux, à leurs clients. Et notre troisième métier qui est celui de connecter les commerciaux à leurs prospects commerciaux à travers des outils comme Sales Navigator, qui est notre outil de prospection commerciale. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les 3 métiers, enfin les 3 axes, on va dire, métiers de LinkedIn. Et aujourd'hui, en France, vous gérez plutôt des grosses marques, en France, centralement, enfin, c'est-à-dire des gros clients, j'imagine, parce que vous n'avez pas des équipes, enfin, vous êtes quand même nombreux, mais vous êtes plutôt axé sur certains secteurs ou certaines grosses marques? Alors, de manière générale, LinkedIn va accompagner tout type d'entreprise. Hein. Donc, D'accord. c'est pas forcément une question de taille. Donc, depuis l'entreprise unipersonnelle jusqu'à la très grande entreprise, toutes les entreprises ont des solutions qui peuvent leur convenir pour justement recruter, communiquer ou prospecter sur LinkedIn. Donc ça, c'est sûr. Alors, ce qui fait aussi peut-être notre spécificité, notamment sur la partie publicitaire, c'est ce côté dont je parlais au début qui est très B2B et B2C premium. Et donc là, effectivement, les clients de l'activité publicitaire en France vont être tout d'abord des clients du monde de la tech, de la finance, mais aussi de l'éducation, donc tout ce qui est université, grandes écoles, de l'industrie, du secteur public, mais aussi des clients du B2C premium, comme par exemple l'automobile ou le luxe, qui sont également des annonceurs très présents aujourd'hui chez LinkedIn en France. Et parce que là, ils viennent chercher leurs prospects et leurs clients qui correspondent à leur cible pour les emmener sur des leads formes, enfin sur des plateformes d'enregistrement. Alors absolument, donc ça peut être vraiment de la communication branding sur justement le positionnement de la marque, sur la proposition de valeur, sur les services, les produits qu'ils vont mettre en avant, et ça peut aller justement jusqu'à la collection de leads pour certains de nos clients qui souhaitent justement enrichir le pipeline commercial de leurs équipes commerciales justement avec des contacts intéressés par les produits et les services. Aujourd'hui, une différenciation par rapport à d'autres types de médias ou d'acquisition, vous arrivez, j'imagine, à avoir des critères de ciblage très très fins par rapport à tout ce qu'on peut donner. Merci pour la question, parce que c'est effectivement, je dirais... Alors, on a plusieurs points de différenciation. Je pense qu'on en a 3, mais le premier, c'est absolument le targeting. Donc, ça sera le targeting, notre point de différenciation. Puis, justement, notre capacité à accompagner les marques, notamment du B2B, sur le côté branding et créativité. Et enfin, les formats que nous proposons. Mais pour revenir au targeting, oui, aujourd'hui, le targeting de LinkedIn est absolument unique. Donc, nous avons de la first party data, mais nous avons surtout la capacité à cibler les audiences en fonction de leur rôle dans la décision d'achat. Et ça, c'est extrêmement important
pour tous nos clients, puisqu'évidemment, nous sommes la seule plateforme capable de cibler aujourd'hui les membres selon leur secteur d'activité, leur rôle dans l'entreprise, en plus évidemment d'autres facettes plus classiques comme la géographie, la taille de l'entreprise, etc. Mais en combinant en fait ces critères de targeting, on arrive à avoir le ciblage le plus précis pour les entreprises aujourd'hui dans leur prospection commerciale. Donc ça, c'est vachement important aujourd'hui, parce qu'on a des demandes tous les jours, par exemple, de marques de food qui veulent toucher des restaurateurs. Typiquement, avec LinkedIn, on peut toucher ces gens-là, parce que c'est difficile ailleurs, je dirais. Absolument, on peut toucher effectivement selon l'industrie, selon la fonction justement dans l'entreprise. On peut toucher les acheteurs, depuis que ce soit les acheteurs, les fondateurs. On peut cibler par seniorité dans l'entreprise et par fonction. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, on le fait sur tous les secteurs d'activité. Et on a aussi des données intéressantes d'ailleurs, parce que nos clients nous demandent aussi conseils sur comment cibler au mieux justement ces décideurs potentiels, actuels et futurs. Et ce qu'on voit, nous, avec nos données, c'est que tout d'abord, aujourd'hui, dans le monde du travail, les gens changent en moyenne tous les 4 ans de poste. D'accord. Donc, c'est très important, notamment dans le B2B, où les cycles de vente sont longs, de savoir cibler tout le comité d'achat, et non seulement les acheteurs d'aujourd'hui, mais aussi les futurs acheteurs. Et donc, on a fait des études d'ailleurs, qui sont très intéressantes là-dessus. Avant le Covid, on estimait que le comité d'achat du B2B, c'était environ 5-6 personnes, donc 5-6 fonctions qui intervenaient dans la prise de décision d'achat. Post-Covid, on a vu ce nombre augmenter à 9-10 personnes. Donc tout d'abord, on voit effectivement l'énorme besoin de cibler large aujourd'hui. Et donc, on est capable aussi d'orienter nos clients sur le bon targeting de leur campagne par rapport à ce type de données. Et puis en général, en plus, quand on change de poste, on va vite mettre à jour notre LinkedIn, parce qu'on va être le plus refresh possible, en tout cas le plus récent. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça aussi, j'imagine, c'est une donnée qui est importante pour traquer un peu le nouvel interlocuteur, et puis donc les algorithmes travaillent là-dessus. Absolument. D'ailleurs, peut-être si je peux compléter là-dessus, ça c'est quelque chose où on voit par exemple beaucoup les marques de luxe ou auto qui se positionnent sur ce type de targeting, parce qu'on sait très bien que les moments où les gens vont effectivement s'offrir des cadeaux ou se faire plaisir peuvent correspondre à des moments d'évolution professionnelle. Donc voilà, certains de nos clients vont cibler les personnes justement qui ont changé de poste dans un moment, ce qu'on appelle de self-gifting, ou dans le moment de se faire plaisir pour justement soit récompenser une promotion, un changement de poste, un nouveau départ professionnel. Donc effectivement, c'est une autre facette du targeting qui, là, pour le coup, est très utilisée aussi par le B2C. Ah oui. Ouais, j'ai pas pensé à ça, en fait, on change de poste, on change de voiture, mais c'est vrai que ça peut être le cas de changement, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une période de changement. C'est une période de changement où les gens vont avoir tendance à considérer dans leur choix des marques. Et donc, autant être les marques qui vont être considérées par... Alors, une question comme ça, mais l'immobilier, c'est un vrai sujet ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a des vraies campagnes d'agents immobiliers ou d'agences immobilières qui vont targeter justement les déplacements professionnels où on change de région, donc forcément... Alors c'est une bonne question. Je n'ai pas de données sur l'immobilier à vous partager aujourd'hui, Cyril. Mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, d'autres domaines connexes, comme tout ce qui est travel, comme tout ce qui est voyage, hospitalité, sont aussi des entreprises, des marques très présentes sur LinkedIn et qui peuvent targeter justement... les membres à la fois dans leur capacité de professionnels, mais aussi de personnes à titre privé qui vont prendre des décisions en dehors de leur vie professionnelle. D'accord. Super, du coup, génial. On va regarder tout ça. Mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est un gros marché. La France, c'est un gros marché pour LinkedIn. On a vu quand même une croissance x13 en 10 ans, un peu plus de 10 ans. Comment se positionne la France par rapport à l'écosystème de la marque ? Donc oui, effectivement, la France, c'est un marché très important pour LinkedIn. Et pour vous dire, c'est le deuxième marché en termes de nombre de membres en Europe, derrière le Royaume-Uni. Donc il y a une vraie affinité, un vrai succès, évidemment, de LinkedIn aujourd'hui sur le marché français. Et pour vous donner un ordre d'idée, au-delà des 26 millions de membres, on a aussi 500 000 pages entreprises, donc de sociétés françaises, qui sont aujourd'hui présentes sur LinkedIn et donc qui justement qui engagent avec des membres, que ce soit pour du recrutement, de la prospection commerciale ou des campagnes publicitaires. Ça marche bien aussi. Enfin, nous, je sais qu'on a eu pas mal de demandes là-dessus sur des pages showcase ou des pages pro. Absolument. Les marques maintenant investissent quand même dans le contenu aussi, parce que c'est toujours le sujet de comment j'alimente tous ces réseaux.
Mais ça fonctionne bien. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a sa page maintenant. C'est primordial. La carte d'identité aujourd'hui d'une entreprise, justement, sur LinkedIn, c'est cette page entreprise. Donc, c'est justement l'endroit où mettre en avant à la fois sa mission, ses produits, ses services, ses valeurs, ses collaborateurs, sa présence. Donc, effectivement, c'est la vitrine, je dirais, de toutes les entreprises aujourd'hui qui sont présentes sur LinkedIn. D'accord. Et ça, vous conseillez aussi les marques là-dessus ? Enfin, vous avez On a effectivement des bonnes pratiques pour nos clients et pour les marques qui sont présentes sur LinkedIn. Super. Donc, gros marché. Donc, du coup, la France est un gros marché. Aujourd'hui, on est sur LinkedIn. Est-ce qu'on peut dire que LinkedIn, c'est quoi alors ? C'est un réseau social ? C'est une plateforme de mise en relation ? Comment vous définissez aujourd'hui ? Alors, nous, on se définit comme un réseau professionnel, dont justement la mission est de connecter les professionnels du monde entier pour les connecter à une opportunité économique. Et ça, c'est vraiment notre différenciation. C'est notre ADN, cette capacité à la fois à accompagner les membres, puisque les membres sont au cœur justement de toute la proposition de valeur de LinkedIn, mais aussi les entreprises, dans cette mise en relation entre les membres et les entreprises. Et de plus en plus, je dirais, ce qu'on voit sur LinkedIn aujourd'hui, c'est que nos membres et les entreprises viennent évidemment pour se connecter, mais aussi pour se tenir au courant des informations de leur secteur, pour justement agrandir leur réseau, pour prendre des décisions en tant que professionnel, pour prendre des décisions en tant qu'individu, que personne. Et si vous voulez, la partie contenu aujourd'hui de LinkedIn, on a fait des études et on sait qu'en moyenne, un membre va interagir 10 fois plus avec des actions qui ont un trait à du contenu, de l'engagement contenu, que va faire des actions, par exemple, aujourd'hui sur la partie profil ou recherche d'emploi. D'accord. Donc, c'est vraiment une plateforme de contenu. On voit de plus en plus, en tout cas, moi, je le perçois comme ça au quotidien. C'est-à-dire que je pense que post-Covid, on a eu quand même pas mal d'élan, de création de contenu, d'animation, de son statut, etc. Donc, il y a des spécialistes qui font des énormes pavés sur LinkedIn pour dire ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont réussi, pourquoi ils ont raté. Donc, ça, c'est un peu nouveau, je trouve, en termes de posture. Et puis, on est passé peut-être aussi de contenus plus professionnels à des contenus des fois très personnels. Moi, je vois ça. On a eu des sujets là-dessus. Et aujourd'hui, moi, ce que j'entends, enfin, je constate aussi, c'est que l'algorithme est plutôt généreux. Qu'est-ce que vous entendez par l'algorithme est généreux ? L'algorithme est généreux, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, après c'est vraiment un sujet perso, mais je sais pas, j'ai l'impression que potentiellement, je peux faire un post avec 10 000 vues que j'aurais difficilement atteint, entre guillemets, avec un Twitter ou avec d'autres plateformes, où finalement, peut-être que l'algorithme est plus précis chez vous et va donc me connecter à des gens qui vont être intéressés par ce sujet-là plus que d'autres. Et donc, je vais revenir sur votre question. Et d'ailleurs, on a fait des études en France auprès de nos membres et on sait qu'aujourd'hui, 3/4 de nos membres sont enclins aujourd'hui à s'exprimer sur des sujets qui justement touchent à l'émotion sur LinkedIn. Et on voit que la pandémie a fait évoluer finalement la prise de position, la prise de parole des professionnels dans le monde du travail. Ils sont beaucoup plus ouverts et enclins à partager une certaine forme de vulnérabilité ou de vécu, en tout cas, dans leur expérience professionnelle. Donc après, pour revenir sur l'algorithme, moi, je vous répondrai sur l'engagement. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, donc ce qu'on conseille justement à nos membres, mais aussi aux entreprises, aux professionnels avec lesquels on travaille, c'est de justement se positionner sur des sujets qui sont au cœur à la fois de leur expertise, donc de ce qui leur tient à cœur, de là où ils ont vraiment de la matière à partager, de l'actualité et d'un secteur, justement. Et donc, j'imagine, Cyril, que vous faites ça très bien, puisque l'algorithme, justement, reconnaît ce positionnement. Mais en tout cas, voilà un peu le triptyque pour aujourd'hui et générer de l'engagement sur LinkedIn. Mais effectivement, pour ça, le fait d'avoir des points de vue, du contenu et de le partager au bon réseau est effectivement essentiel. Oui, alors ça c'est intéressant parce que des fois ça peut marcher, des fois un peu moins bien marcher. Alors ça veut dire peut-être que j'ai moins écrit ce qu'il fallait, ou en tout cas c'est intéressant, mais j'entends de plus en plus des marques aussi qui nous disent oui, LinkedIn est intéressant parce qu'on se sent plus efficace, ou en tout cas on sent qu'on va toucher plus de gens et à travers les commentaires et les likes, qui sont quand même des données communes à plein de plateformes, mais on sent qu'il y a un vrai engagement, en fait. Il y a un vrai aussi échange communautaire. Ce que je trouve intéressant par rapport à d'autres plateformes, pour faire une petite parenthèse, c'est que je trouve que sur LinkedIn aujourd'hui, on est très conversationnel
Et on est très dans vraiment des points de vue des fois hyper intéressants d'échange, versus d'autres plateformes, on va juste dire j'aime pas, ou bien on va plus être dans du bashing, hein, pour faire un peu d'anglicisme, mais alors que là, on a vraiment des sujets construits. Enfin, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça s'est vraiment développé, et même des jeunes étudiants ou des jeunes qui rentrent dans la vie active aujourd'hui ont intégré LinkedIn dans leur stratégie pour rechercher des emplois avec des CV créatifs sur lesquels ils rebondissent sur LinkedIn. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien aussi d'avoir des jeunes qui participent à tout ça. Et pour eux, c'est clair que c'est identifié comme étant la plateforme de recrutement, en tout cas pour ces jeunes talents, et pour émerger, quoi, qui n'est pas facile sur Internet en général, quoi. Absolument, la plateforme de recrutement et d'expression aussi, justement, de mise en connexion, de relations, de constitution d'un réseau, à la fois avec d'autres professionnels et aussi les entreprises. Ouais, c'est ça. Et alors, comment on peut... Alors, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent. On a des problèmes de users qui sont pas des vrais users, ou des bots, des choses comme ça. Pour l'instant, enfin, de ce que je vois et ce que j'entends aussi, LinkedIn est plutôt sauvegardé par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui explique qu'on a des vrais gens et des vraies conversations? Enfin, comment on peut l'expliquer, en fait? Parce qu'il n'y a rien de plus, j'imagine, techniquement ou pas. Peut-être que oui, mais... Alors, tout d'abord, c'est notre Tout d'abord, notre positionnement a toujours été très clair, hein, depuis notre création. Nous exigeons que nos membres aient une véritable identité, donc qui s'expriment avec leur véritable identité sur LinkedIn. Et c'est ça qui crée aujourd'hui la confiance de nos membres. C'est vrai que nos membres viennent et reviennent parce qu'ils peuvent s'exprimer dans un environnement de confiance et de respect sur tous les sujets qui ont trait justement à la vie professionnelle notamment. Et par ailleurs, on l'a publié d'ailleurs dans notre rapport de transparence, on est aujourd'hui capable, grâce aux mécanismes de détection avancés, d'arrêter 95% des faux profils qui pourraient se créer sur la plateforme. Et plus de 99% des spams, ils sont déjà arrêtés par les mécanismes avant publication. C'est pour ça qu'on les voit pas. Absolument. Donc effectivement, la confiance et la sécurité justement des données et de nos membres est essentielle pour nous. Et ensuite, évidemment, vous avez des mécanismes aussi de signalement, donc justement de contenu inapproprié ou d'agressivité, etc., qui peuvent être faits par tous les membres ou toutes les entreprises, tout simplement à partir des posts qui sont publiés sur LinkedIn. Et qui fonctionnent, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est la plateforme sur laquelle il n'y a jamais eu d'incident, quoi. Enfin, alors, ça peut arriver éventuellement, mais c'est quand même très très faible. Ça nous tient à cœur justement que ça fonctionne, et je dirais que le système est vertueux. Effectivement, aujourd'hui, on vient sur LinkedIn pour apporter justement un point de vue, de la valeur dans une discussion, de la conversation, pour rajouter justement ou pour converser avec des marques, avec d'autres professionnels. On le voit aussi dans les conseils qu'on peut donner à nos clients. C'est tout aussi intéressant de communiquer sur ses wins, ses succès, que de lancer la conversation avec ses audiences et de les intégrer justement à la conversation. Ouais. Alors, on parle aussi de LinkedIn en mode conversationnel, mais c'est quand même aussi une plateforme de création. Enfin, je vois beaucoup de créativité qui sort. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux marques aujourd'hui qui veulent investir la créativité sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, comme format, ou bien comment vous analysez ça, vous, et où récompensez ce genre d'activité de la part des marques? Absolument. Alors, déjà, la créativité, c'est essentiel pour le branding. Et donc, pour revenir à notre positionnement, notamment dans le B2B, la façon dont on accompagne nos clients et les entreprises, c'est justement leur montrer qu'il est très important aujourd'hui, surtout dans le B2B, de prendre la parole sur la partie branding et non pas seulement sur la partie performance. Vous savez, la génération de leads, etc. Et même on a des ratios parce qu'on a étudié justement le bon équilibre entre des campagnes branding et performance. D'accord. Et on sait qu'aujourd'hui, pour une marque B2B, il vaut mieux se situer à 45% de ses investissements en branding et 55% en performance, ce qui est très très proche d'ailleurs des ratios du B2C qui vont être plutôt à 55 pour le branding. Mais pour revenir là-dessus, qu'est-ce qui fait un branding réussi aujourd'hui pour une marque B2B sur LinkedIn? C'est effectivement la créativité. L'année dernière, donc en 2022, LinkedIn s'est associé au Cannes Lions, 50 ans après la création du Cannes Lions, pour créer justement le premier prix dédié à la créativité dans le B2B. D'accord. D'ailleurs, on a été très contents et impressionnés parce qu'on a eu 415 candidatures la première année. On a eu 14 lions qui ont été décernés et on voit aujourd'hui de plus en plus d'entreprises du B2B qui ont envie et qui vont investir des codes de créativité qui sont ceux de l'émotion, de l'humour, justement pour incarner leur marque et sortir peut-être des territoires
un peu classiques du B2B, qui sont les territoires de l'expertise, des données, des insights, des spécifications produits ou services. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important et on travaille aujourd'hui avec des clients B2B et je peux vous donner l'exemple, par exemple, d'Orange Cyberdéfense, avec qui nous avons travaillé récemment. Orange Cyberdéfense a fait sur LinkedIn une campagne sur 9 grands marchés européens pour faire connaître son activité de justement cyberdéfense. Et je trouve que le système qu'ils ont adopté, donc ils ont travaillé avec l'agence Havas et aussi avec notre conseil sur la manière d'articuler la campagne et de réaliser le ciblage sur LinkedIn. Leur manière de travail était très impactante. Donc, ils ont à la fois combiné des formats courts, 12 secondes, sur vraiment de la donnée clé, sur le nombre, justement, de personnes qui travaillent sur la cyberdéfense, le nombre d'attaques qui vont arrêter chaque année. Et ils ont créé une web-série, justement, en format vidéo humoristique, qui est un peu inspirée, si vous voulez, de The Office, où, justement, ils ont utilisé le code de l'humour pour montrer en quoi la cyberdéfense est aujourd'hui un sujet primordial en entreprise qu'il faut prendre très au sérieux. Donc, contrairement aux vidéos décalées de leur web-série, ça a été un carton. Donc, ils ont fait 19 millions de vues sur LinkedIn, justement avec cette campagne. Une pénétration sur audience cible, donc plutôt autour de IT Decision Maker, qui a progressé de 30% sur la durée de la campagne, et des taux de clics, d'engagement 2 fois supérieurs à tous nos benchmarks. Donc, vous voyez, aujourd'hui, sur LinkedIn, et c'est ce que nous poussons les marques à faire, c'est prendre la parole, justement, avec de la créativité, créer de l'attachement à leur marque et pas forcément, justement, toujours continuer à parler que des bénéfices et de la technicité, justement, de leurs produits. Et ça marche. C'est un peu le raccourci rapide. C'est-à-dire, dès qu'on parle de B2B, on se dit, c'est pas créatif. Enfin, en général, c'est ce qu'on a dans l'imaginaire, mais ce qui n'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, on est sur une plateforme B2B, oui, mais qui a des codes d'expression et qui permet des formats créatifs, parce que ce que j'entends, c'est beaucoup de vidéos ou bien des contenus qu'on va pouvoir créer pour la plateforme, pour la campagne. Absolument. Qui est adapté aussi. Là, je pense que c'est là où c'est intéressant d'avoir le conseil de LinkedIn, parce que c'est des formats que vous maîtrisez et que vous savez ce qui fonctionne un peu plus que la moyenne. Et ensuite, c'est de pouvoir, parce que je pense que c'est aussi une plateforme de navigation, c'est-à-dire, je sais pas quelles sont les connexions quotidiennes qu'on peut avoir sur LinkedIn, mais aujourd'hui, c'est pas que dans des phases de recherche d'emploi, etc. C'est des plateformes sur lesquelles on va venir sourcer une actualité et sur lesquelles on peut être exposé à des messages publicitaires, pour le coup, mais plutôt bien faits, quoi. Absolument. Non, mais absolument. Et d'ailleurs... Et alors, sur Lions, sur le Cannes Lions, comment vous choisissez les campagnes? C'est vous qui choisissez les campagnes? Non, les entreprises doivent soumettre, vous savez, leur candidature au Cannes Lions, etc., avec le cas, avec leur campagne. Donc, nous, on s'est associés via notre think tank, le B2B Institute, à la création du prix. Mais effectivement, c'est un prix qui est décerné par le Cannes Lions. Et effectivement, j'espère voir pas mal d'entreprises françaises. Alors, il y a eu des gagnants français l'année dernière? L'année dernière, le grand prix était une société américaine, Sherwin-Williams, qui a gagné avec une publicité dans laquelle elle expliquait comment, grâce à l'intelligence artificielle, ils avaient plus d'un an d'avance, ils arrivaient à créer des couleurs très personnalisées, enfin de la peinture très personnalisée pour leurs clients B2B. Et c'était vraiment une campagne qui était admirable et qui, justement, alliait technicité de l'IA avec émotion. Oui, c'est ça. Comment, à partir d'expression d'émotion, on peut créer des nouvelles couleurs. Bon, on mettra le lien du cas, s'il doit exister, je pense. On mettra le lien pour visualiser ce dont on parle, parce que je pense que c'est le coup de la créativité, c'est plutôt sympa. Absolument. Donc, on espère cette année avoir peut-être des candidatures françaises, j'en doute pas, mais des prix français, ça sera intéressant à suivre. Et en même temps, on parle du coup de création de contenu, donc là plutôt publicitaire et de la créativité publicitaire. Il y a aussi plusieurs types de nouveautés. Enfin, en tout cas, il y a les LinkedIn Creators. Donc, on a les Top Voice, je crois. Je crois que j'ai interviewé Nicolas Bordas récemment, avec qui j'ai travaillé, qui fait partie des Top Voice en France. Donc, il est super content parce que il a plus de voix que certains. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant. Et puis maintenant, il y a alors, on a tous un mode Creator, c'est ça? Qu'on peut activer chacun sur son profil, je pense. Mais c'est pas la même chose que le LinkedIn Creators. Alors, justement, en 2021, LinkedIn a lancé le programme Creator, LinkedIn Creator. Donc, tout d'abord, LinkedIn Creator, c'est un mode qu'on peut activer pour les personnes qui souhaitent, justement, publier du contenu régulièrement et partager, justement, des insights, des points de vue, des analyses. Après, ça se fait dans on a 14 millions de personnes aujourd'hui. C'est dans un post. Oui, c'est ça. C'est de la création de contenu. Ça peut prendre
prendre la forme d'articles, ça peut prendre la forme de posts, ça peut prendre la forme de newsletter, ça peut prendre la forme d'événements, LinkedIn Live, etc. Donc, il y a plein de moyens d'expression. Ce qui compte, c'est la création de contenu original. On a aujourd'hui 14 millions de membres qui ont activé le mode créateur chez LinkedIn dans le monde. Et nous avons, pour les créateurs justement qui ont envie de développer une communauté régulière, professionnelle, et qui sont justement intéressés par le fait de publier régulièrement, un programme d'accompagnement. On a aujourd'hui 50 créateurs managers dans le monde. Et donc, dans ce programme d'accompagnement, non seulement vous avez, comme tous les créateurs d'ailleurs, accès à des outils analytiques de performance de vos publications, à la possibilité de créer des newsletters et à la possibilité de faire, par exemple, en avant-première des événements audio. Mais vous avez aussi accès à du conseil personnalisé sur le positionnement, sur les sujets. Et voilà. Et nous, par exemple, vous me posiez la question de la France tout à l'heure. Oui. En France, on a vu que c'est les sujets tech, par exemple, qui intéressent énormément nos membres en France. Et si je me place maintenant dans une perspective plus globale, on a 180 millions de personnes aujourd'hui abonnées à des newsletters faites par des créateurs. Donc on a un vrai engouement pour contenu, mondialement. D'accord. On a un vrai engouement pour les contenus créés par les créateurs aujourd'hui sur LinkedIn. D'accord, donc du coup c'est devenu un incubateur de talents ou de créateurs au sens large sur lesquels on va venir... C'est un lieu de possibilités. Ouais, en fait, c'est un lieu de possibilités. Nous, on donne des outils aux personnes qui souhaitent créer du contenu, partager du savoir, des expertises. Et évidemment, en face, les membres peuvent venir justement interagir avec ce contenu, engager avec ce contenu. D'accord, donc ça c'est super intéressant parce que ça permet de mettre en avant aussi les créateurs. J'imagine que du coup, ils sont un peu mis en avant ou à travers leur écrit, eux-mêmes, ils ont des possibilités d'écriture et de conseils surtout, c'est ça qui est intéressant. Voilà, pour ceux qui sont accompagnés, ils vont avoir des conseils sur le positionnement de leurs articles ou de leur contenu, justement. J'arrive à une partie de l'interview où je pose une question, association d'idées, donc un mot, un autre mot en face. Donc on commence par Microsoft. Mésomère. Très bien. Influence B2B. Créateur. Podcast. Le podcast de Pauline Legnaud. Très bien. Ressources humaines. Talent. Parfait. Et maintenant, les questions qu'on appelle closing, en tout cas de fermeture. Alors, quels sont les prochains projets LinkedIn ou fonctionnalités dont on peut parler ou pas, qui vont arriver en France ou au niveau monde ? Oui, alors pour la partie publicitaire, on a justement un format qui va sortir pour tous nos clients très prochainement, qui est ce qu'on appelle le Thought Leader Ads. Jusqu'à présent, seuls les posts des pages entreprises pouvaient être sponsorisés sur LinkedIn. On va donner la possibilité, c'est quelque chose qu'on nous demandait beaucoup, mais de sponsoriser les prises de parole personnelles. Donc ça va être vraiment un formidable outil, justement sponsoriser des prises de parole de dirigeants, mais aussi d'employés, de tous les talents qui souhaitent s'exprimer sur LinkedIn. Super, voilà, oui, donc c'est vrai ça, que ça n'existait pas. Ouais. Absolument, c'est sur la partie publicitaire. Et puis après, c'est quelque chose qui est déjà lancé, mais c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'IA. Ce sont les articles collaboratifs sur LinkedIn. Donc, vous savez, ce qui est fascinant, c'est qu'avec 900 millions de membres, on a sur LinkedIn l'équivalent de 10 milliards d'années d'expérience professionnelle. Donc, nous, chez LinkedIn, ce qu'on est en train justement de tester, c'est la création d'articles qui vont être créés à l'origine par l'intelligence artificielle, notre équipe éditoriale, et le fait de pouvoir compléter ces articles avec des points de vue experts. Donc, on va solliciter les membres sur des articles écrits à l'origine par l'intelligence artificielle pour qu'ils viennent justement ajouter leur expertise et leur expérience personnelle. D'accord, donc ça c'est super aussi, c'est 10 milliards d'années professionnelles. Oui, on a calculé qu'avec 900 millions de membres, on a 10 milliards d'expériences professionnelles, donc effectivement énormément de ressources, un vrai trésor de savoir. Ah, c'est du boulot. Bon. Et alors, un conseil pour quelqu'un qui voudrait rentrer chez LinkedIn, un jeune diplômé ou pas d'ailleurs, qui voudrait venir chez vous, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Alors moi, je lui conseillerais personnellement 2 choses. La première, c'est que chez LinkedIn, la culture et les valeurs de LinkedIn sont très importantes. Donc elles se trouvent évidemment sur notre site. Donc je dirais à tous les candidats, tout d'abord de se reconnaître, de voir s'ils se reconnaissent justement dans notre culture, nos valeurs, qui sont très orientées membres, très orientées collaboration, très orientées trust, confiance, et de voir à quel moment dans leur parcours professionnel ils ont pu démontrer justement des expériences, des comportements qui viennent justement nourrir ces valeurs qu'on va rechercher dans le recrutement.
Et la deuxième chose, c'est de penser moins expérience en termes de telle entreprise, tel poste, que compétences développées et ce qu'on appelle en anglais, transferable skills. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment les compétences développées sur une expérience donnée peuvent être transférées justement au service de nos clients et de nos membres. Donc voilà, faire cet effort de décodage des compétences acquises dans une carrière ou dans des stages pour des étudiants. Ouais, c'est ça. Ou dans des moments même, je dirais, d'engagement associatif, etc. Ok, donc plutôt des skills, enfin des talents. Des compétences. Des compétences, voilà. Absolument. Plutôt qu'un long CV qui, des fois, peut ne pas être réplicable ou intéressant. Et alors, une autre question qui n'a rien à voir, mais si tu devais emmener une série ou un livre sur une île déserte? Alors, pour le livre, sans conteste, ça serait Le Comte de Monte Cristo, qui restera toujours mon livre préféré. Et pour la série, Le Bureau des légendes. Ouais, très bien. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, ils font encore de l'Internet et lui, même pour ça devrait marcher. Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast? Soit un créateur ou quelqu'un que tu peux imaginer? Alors, j'en ai plein, mais pour rester dans le domaine de la publicité, sur un domaine totalement différent justement de LinkedIn, je dirais Amandine Martin-Briand, qui est la Head of Amazon Advertising sur la partie publicitaire Consumer Goods. D'accord. Je pense que ça serait un beau complément à notre discussion aujourd'hui, parce que là, on est que sur le B2C et sur le retail advertising, qui est effectivement une tendance intéressante. Un vrai sujet, ouais. Bon, je compte sur toi alors, parce que la mise en relation. Très bien. Merci beaucoup. Merci Cyril. Et puis, merci d'avoir partagé le LinkedIn France de l'intérieur. On comprend peut-être un peu mieux aussi les recettes de l'algorithme ou pas, ou en tout cas comment il faut aujourd'hui avoir une posture différente sur LinkedIn. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcastinginfluence.fr. À bientôt.